La promptitude avec laquelle la Fédération d'Imbaya a répondu à notre préoccupation témoigne à suffisance de l'intérêt qu'ils accordent au développement, mais de l'intérêt qu'ils accordent aux conditions existentielles des populations. Toutes les populations vous sont reconnaissantes. Elles ont eu à le manifester. Je me joins à leurs préoccupations relativement à l'extension du réseau pour les autres villages, relativement à la densification du réseau, mais relativement également à la construction de latrines. Je demeure convaincu que très prochainement, nous reviendrons ici pour inaugurer des latrines. Je demeure convaincu que très prochainement, nous reviendrons au niveau des autres villages pour procéder à l'inauguration des bornes comme nous le faisons aujourd'hui à Niassia. C'est moi qu'il a dépassé avant de dévier pour heurter la moto Jakarta. À mon avis, c'est le chauffeur du car qui a tort. Le sentiment le mieux partagé à quelques minutes de la proclamation des résultats du baccalauréat au centre du collège Saint-Charles-Wanga ce vendredi était l'inquiétude chez les candidats. Bon, moi là je suis avec la pression, une pression, bon, mais tout c'est à gérer dalle. C'est à gérer, bon, c'est très difficile, mais on prie pour que le bon Dieu puisse nous aider à obtenir notre bac. 11h45 sonna alors l'heure du verdict. 972, admis d'office. Numéro 141 982, Biram Moussa Diouf, mention appréciée. Et admis d'office à l'issue du premier tour en S2. Je suis content d'une part, d'autre part, je ne suis pas content parce que je vois presque la moitié de mes camarades de classe qui ont échoué, quoi, et ça me fait mal au cœur. Très peu de candidats ont ainsi le droit de passer les vacances paisibles pour avoir décroché le sésame dès le premier tour. D'autres devront retourner vers les cahiers pour le second tour, alors que pour la plupart, ils devront attendre l'année prochaine. L'émotion est alors là. En somme, l'examen du bac se termine par le fruit de l'effort fourni par chaque candidat, ce qui profite aux admis du premier groupe. Pour les ajournés, il faut garder l'espoir car chaque homme sur terre a son heure de gloire. Ce que nous pouvons retenir par rapport à ce c'est que les enseignants ont fait de leur mieux durant l'année scolaire, ce qui a permis à beaucoup d'élèves d'avoir des livrets favorables. Donc des moyens qui leur ont permis de pouvoir, de pouvoir être acceptés au second tour. Ensuite, sur place, les élèves ont assez travaillé. La correction a été faite de manière normale. Et voilà, c'est ce que nous pouvons retenir, c'est ce qui est à l'origine de ces résultats. Je ne dirais pas négatif parce que je n'ai été ni à l'origine des fuites et je ne pense pas que les fuites aient eu des répercussions sur ces résultats. Donc ceux qui ont travaillé ont réussi. Nous avons reçu beaucoup de complaintes des populations. Alors dans quel sens? Dans le sens du foncier. Des gens à qui on extirpe leur propriété, leur terrain. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour acheter un terrain, pour une raison ou une autre, parce qu'on a une certaine puissance ou on a occupé une certaine station, on vient lui extirper ou prendre une partie de sa propriété. Je crois que ça, une fois à l'Assemblée, on va demander à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. On va venir ici à Ziguinchor, on va enquêter sur cette question-là et on va faire un rapport. Et les fautifs seront sanctionnés. Mais on ne s'arrête pas là. Le littoral, jusqu'au Cap Skirring. Mais toutes les terres ont été dilapidées et vendues injustement. Des terres qui appartiennent à nos ancêtres, dont les héritiers semblent être lésés aujourd'hui. Parce que n'ayant pas de force,
n'ayant aucun support sur lequel ces héritiers peuvent s'adosser. Donc je crois que ça également, nous allons poser ça sur la table. Et tout à l'heure, vous avez parlé du Diola et la question du pupille de la nation, le vote de la loi en 2006 qui avait un caractère rétroactif et qui n'a pas été respecté. Je crois qu'on va reposer cette question-là pour permettre à ce que ces orphelins-là entrent dans leurs droits. Et bien d'autres choses, toute la lumière sur le Diola. Il faudrait que la commission d'enquête revienne sur tout. Parce que la première commission, je crois que le rapport n'a pas été suivi par l'ancien président de la République. Donc tout cela, nous allons revenir là-dessus. Une cérémonie discrète et des caméras tenues à l'écart. Les funérailles du dissident chinois et prix Nobel de la paix Liu Xiaobo ont eu lieu ce samedi à Shenyang. Seules ces photos ont été diffusées par les autorités chinoises. Sa veuve Liu Xia en pleurs et des proches s'inclinent devant le cercueil. La dépouille de l'opposant a ensuite été incinérée, puis ses cendres dispersées en mer. Une volonté de sa famille assure ce responsable des autorités chinoises. Jusqu'au bout, la Chine aura tout fait pour verrouiller toute information concernant l'écrivain. Liu Xiaobo est décédé jeudi des suites d'un cancer du foie sans que le régime communiste ne l'autorise à être soigné à l'étranger. Son épouse avait réclamé en vain la clémence des autorités. Son sort est à son tour en jeu. Elle aurait été libérée après 7 ans placée en résidence surveillée. Une information mise en doute aujourd'hui par ses proches. Quelle était la teneur de la réunion qu'a eue Donald Trump Jr. avec une avocate russe? Pour tenter de comprendre, un nouvel élément a fait son apparition. Rinat Akhmedchine, lobbyiste russo-américain. Il a confirmé avoir été présent lors de la rencontre et que l'avocate y a apporté des documents portant sur le comité démocrate national. C'est important que nous ayons accès aux communications électroniques, les messages, Twitter, les mails, les SMS, qu'importe ce qui est échangé entre les membres de la famille Trump et à l'intérieur de l'administration Trump. Natalia Veselnitskaya, la voici, lobbyiste pro-Moscou. Donald Trump Jr. l'aurait rencontré en compagnie du gendre du président pour obtenir des informations sur la candidate Clinton. Une théorie complètement farfelue selon un ancien de la campagne républicaine. Il n'y a eu aucune discussion sur la Russie durant la campagne jusqu'au jour où je suis parti. Ça paraît étrange d'après moi. Donc si vous voulez fouiller là-dedans, j'espère que vous chercherez des deux côtés. Cela fait des mois que le début du mandat de Donald Trump est parasité par des soupçons d'interférence russe. Selon les agences fédérales américaines, Moscou a bien joué un rôle en hackant les mails du Parti démocrate. Pour les responsables du Front patriotique rwandais, le bilan de leur dernier septennat à la tête du Rwanda est satisfaisant. La consolidation de l'unité nationale, la transformation socio-économique et la sécurité sont autant de réussites de la gestion du pouvoir de 2010 à 2017 selon le parti au pouvoir. Des acquis sur lesquels ils comptent capitaliser pour solliciter les suffrages des populations pour la campagne électorale. Les Rwandais sont unis, ils ont la sécurité, bref, ils sont épanouis. Donc nous avons accompli beaucoup de choses, mais on ne peut se vanter d'avoir tout réussi. Le septennat a aussi connu des faiblesses. L'accès à l'électricité reste encore faible, 34,5% pour un objectif minimum de 70% à l'horizon 2018. La sécurité alimentaire est un défi dans l'est du pays, frappé régulièrement par la sécheresse. Autre problème, le taux de chômage est de 13,2% selon l'Institut national de la statistique. L'insécurité alimentaire continue de sévir dans certains endroits du pays et également le chômage des jeunes. De nombreux diplômés se retrouvent aujourd'hui sur le marché de l'emploi sans véritable débouché. Ils n'ont pas les moyens pour entreprendre et donc c'est difficile. La campagne électorale a débuté le 14 juillet. Le président Paul Kagame porte le flambeau du Front patriotique rwandais qui commencera son périple électoral par Ruango et Nyanza au sud du pays. Frank Habineza, des écologistes, sera de son côté à l'ouest du pays.